Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est ma deuxième foire aux questions. Foire aux questions que je vous avais proposée en fin d'année l'année dernière, mais que j'avais eu peu de succès. Et je me suis dit que pour vous remercier pour les 1500 abonnés, que je voulais vous en faire une, parce que moi je suis quelqu'un qui est plutôt assez curieuse. Et j'étais du coup curieuse de vous... de connaître vos questions et de pouvoir y répondre avec plaisir. Voilà, pour ceux qui me découvrent, j'ai déjà fait une première foire aux questions à laquelle je mettrai dans le i quelque part là-haut, parce qu'il y aura peut-être des doublons de réponses, mais voilà, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, la vidéo est disponible. Alors, donc, je vais regarder mon PC qui est ici sur les genoux. Je prends les questions dans l'ordre qu'elles sont arrivées. Et puis, on commence maintenant. Alors, j'ai un premier message de Annick Olivier qui me demande « Coucou, comment va ton petit bonhomme ?» Alors, comment va mon petit bonhomme? Jean arrive à 1 an le 30 août, donc à la fin du mois. Comme je disais encore, le week-end dernier, du coup, c'était son baptême, le 3 août. Comme je disais, voilà, il arrive bientôt à 1 an. Ce n'est plus un petit bébé, c'est un petit garçon. Je me souviens encore pourtant de tous les détails de l'accouchement et maintenant en fait on fait partie de ces parents qui disent en fait comme tous les autres parents, profitez, ça passe vite, vous vous rendez compte, mon gamin a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, ça passe vite. Voilà, on a le même discours que tout le monde. Alors Jean est un bébé, moi je dis toujours, il est sage, calme et souriant. C'est le bébé de débutant, c'est le bébé qui donne envie d'en faire un deuxième. Il est assez calme, et ça tout le monde nous le dit. Alors il a son petit caractère quand même, mais c'est un bébé qui est assez calme, qui a fait ses nuits vers 3 mois, je crois, 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Voilà, donc il est calme, il est sage globalement. Enfin voilà, je trouve que calme et sage, souvent, c'est des attitudes qui vont ensemble. Il est calme, sage et il est souriant. Tout le monde nous dit qu'il est super souriant. Il sourit à tout le monde. Au lever du lit, il sourit. Il est tout le temps souriant. Il est rarement grognon. C'est vraiment quelque chose d'hyper plaisant. Et comme je dis souvent, je dis, bah, y a tellement de gens qui font la tronche. J'espère que lui gardera son sourire le plus longtemps possible. Et aussi, ce que je dis souvent, comme je dis à Vincent, je lui dis, mais en fait, j'ai mis au monde un petit soleil. Voilà, il est rayonnant, il est souriant, il est en bonne santé, il mange bien, ça, il adore manger. Après, moi, je dis toujours, un bébé qui n'a pas de problème à se nourrir, c'est un problème en moins. Il fait bien ses nuits, je fais encore 1 à 2 heures de sieste le matin et l'après-midi. Il a 2 dents en bas et 2 dents en haut, plus 2 dents qui commencent à sortir. Alors aujourd'hui, j'avoue, il était un peu grognon. Il chouinait un peu, il était un peu de colle. Et c'est vrai que, comme c'est un bébé qu'on n'entend pas forcément, qui est très sage, quand il chouine, c'est vrai enfin, Vincent et moi, on est vite agacés parce qu'il nous a tellement bien habitués à être sage et mignon que quand il chouine et que ça dure un quart d'heure, 20 minutes, c'est vrai que moi, ça m'irrite assez rapidement. Donc j'essaye de me prendre sur moi en me disant, bon, il y a des gamins qui doivent être comme ça toute la journée, et ça doit être... faut faire avec. Et voilà, j'essaie de me dire ça. Et puis globalement, c'est un bébé vraiment adorable. Le bébé pour débutants, un beau cadeau du ciel, et le bébé qui donne envie d'en faire un deuxième. Voilà. Donc voilà, Jean est un mignon petit bonhomme qui va parfaitement bien. Ensuite, j'ai les Pépines qui m'envoient « Bonjour Océane, je sais que tu couds de temps en temps pour les autres, alors est-ce qu'il y a une pièce en particulier que tu aimerais faire à ton fils, un doudou, son premier sac pour aller en vacances, bref. Et pour toi, est-ce qu'il y a une ou des pièces que tu te refuses à réaliser, exemple lingerie, manteau, jean, à bientôt ?» Alors, je couds de temps en temps pour les autres, je couds pour moi essentiellement, je couds un peu pour Vincent, un peu pour Jean et un peu pour ma filleule. Et c'est tout pour le moment. Je ne pense pas forcément inclure une tierce autre personne puisque je n'ai pas forcément beaucoup de temps et puis je trouve que c'est déjà pas mal de coudre pour 4 personnes différentes. Est-ce qu'il y a une pièce que j'aimerais faire en particulier à mon fils? Des vêtements.
Quand j'étais enceinte, je me suis dit: «Ah Océane, il faut que tu fasses tous tes vêtements, tes gigoteuses, les doudous, les couvertures, les draps et compagnie». Et puis j'étais pas mal frustrée parce que, bah, d'un côté j'ai envie de me faire des vêtements pour moi, et d'un côté je voulais faire des vêtements pour lui et puis il fallait que du coup je décortique un peu tous les patrons que j'avais pour les enfants et tout ça. Et j'étais un peu déboussolée, je me suis dit: «Bah, du coup, alors on nous a aussi offert beaucoup de vêtements, c'est notre premier enfant, je pense que c'est pour ça, si on a un deuxième garçon, je pense que les gens seront beaucoup moins généreux en vêtements et peut-être qu'il y aura plus de peluches, bouquins ou compagnie, je ne sais pas. Hem, donc j'étais pas mal ennuyée de ne pas lui faire de vêtements et un jour, j'ai entendu cette magnifique phrase qui disait, «C'est pas parce que tu peux que tu dois». Et je sais pas, ça a fait comme un raz-de-marée dans ma tête et je me suis dit: «C'est pas parce que je peux coudre ces vêtements que je dois coudre tous ces vêtements». J'ai cousu aucun de ses vêtements pour l'instant, à part sa barboteuse, pour son baptême et qui n'est pas vraiment un vêtement qu'il pourra mettre pour tous les jours. Sinon je lui ai cousu des gigoteuses et je crois que c'est tout et puis bon après, sac à langer, serviette de bain, enfin pas de vrais vêtements à proprement parler, ni de doudou, ni de couverture. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, maintenant qu'il est un peu plus grand parce que c'est vrai que les vêtements, on en a eu beaucoup. Hem, Par exemple, je vais vous dire, en 6 mois, on a eu une dizaine de pyjamas et bah, du coup, il y en avait largement de trop. Il y a des pyjamas qu'on n'a pas forcément mis beaucoup parce qu'on essayait de faire le roulement à chaque fois, mais c'est quelque chose, qui du coup, enfin 10 pyjamas, c'était beaucoup trop. Et comme là, je vois que là, j'ai sorti, donc là, il porte du 1 an, j'ai sorti du coup tous les vêtements en 1 an. Et je vois que du coup, dans la pile de vêtements en stock qu'on nous a offert, il reste pas forcément beaucoup de choses. Donc je pense que pour le 1 an et demi, il faudrait que je pense à coudre pour lui. Qu'est-ce que je voudrais Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Non, que je voudrais coudre. Des vêtements. J'aimerais bien lui refaire des gigoteuses un peu plus grandes parce que j'en avais fait une, mais elle commence, enfin j'en avais fait deux, mais elle commence à être un peu petite. J'avais fait du 1 an, je pense, ou 18 mois, je sais plus. Elle commence à être un peu petite. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Un doudou absolument pas parce qu'il a déjà multitude de peluches autour de lui. Et puis il y a déjà surtout enfin, deux peluches un peu plus fétiches, donc je vais pas lui inclure un doudou. Voilà, je pense qu'il a déjà ses doudous à lui, plus tout un tas de peluches, comme je vous disais. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en avoir une de plus. Et ensuite, est-ce qu'il y a des pièces que je me refuse à réaliser? Il n'y a pas de pièces que je refuse à me réaliser. Il y a plus des pièces que je mets. Enfin, si vous voulez, je pars du principe que j'ai pas forcément beaucoup de temps à coudre, que j'aimerais coudre à peu près 3 projets par mois parce que je me dis que pour vous, du coup, c'est intéressant de faire une vidéo et puis moi, du coup, c'est assez stimulant, plutôt que de se dire: «Tiens, demain, je vais me coudre un manteau, je vais y passer 1 mois et demi, ça va me sembler interminable et je vais être un peu, morose de ne coudre que ça» entre guillemets, même si c'est une pièce qui évidemment prend forcément beaucoup de temps. Je voulais en faire une, je voulais me faire un manteau pour l'automne-hiver et puis bon bah évidemment je me suis rendu compte qu'avec un gamin évidemment on ne pouvait pas faire autant que ce qu'on voulait. Donc non, il n'y a pas de pièce. Alors là par exemple elle m'a marqué lingerie. La lingerie c'est pas quelque chose que je m'interdis, mais je trouve que c'est un peu tout un domaine euh, à part de la couture vêtements si vous voulez. Pour moi il y a par exemple les vêtements, il y a la lingerie qui est quand même bien particulier parce que c'est ni les mêmes matières, ni les mêmes fournitures. Et par exemple, comme la maroquinerie ou les sacs, pour moi, voilà, c'est pas du tout les mêmes patrons, c'est pas du tout les mêmes matières, c'est pas les mêmes outils. Et alors que la lingerie, j'aimerais bien. Quand j'ai fini mon BTS, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire après. J'avais regardé pour des écoles de lingerie à Paris. C'était Marie Laurencin et Alexis Octave Feuillet, voilà. Voilà, parce que moi j'ai toujours aimé. Alors je m'étais dit soit je pars dans les vêtements pour enfants parce que c'est tellement magnifique, trop mignon, ou soit je pars pour la lingerie ou les robes de mariée. Mais bon, parce que du coup, robe de mariée, vous retrouvez tout ce qui est côté dentelle, corsetterie, un peu passementerie, je pense, qui se colle un peu à la lingerie. Donc la lingerie n'est pas quelque chose que je m'interdis, c'est quelque chose que voilà, je ne me suis pas encore posé la question d'avoir et les patrons spéciaux, et les fournitures, et les tissus.
et de faire les tests. Parce qu'évidemment, faire un soutien-gorge, c'est un peu plus compliqué, je pense, en termes de réglage que de faire une chemise lambda, même si c'est certainement cousu en 2 temps 3 mouvements. Mais voilà, il n'y a pas forcément de modèle que je m'interdis. Je privilégie plus les choses que je sais que je veux être plus rapide à faire et qui vont me faire avancer dans mes projets, si vous voulez. Et alors c'est bête, vous allez me dire, parce que j'aimerais bien me coudre un jean, ça c'est sûr. Enfin, plus des pantalons, c'est vrai que ça c'est des pièces qui sont un peu plus longues, quoique, et que j'aimerais bien me faire. Un manteau, j'aimerais bien me faire un trench et même plusieurs autres manteaux, mais bon, c'est des pièces qui prennent du temps à décalquer, à couper, à coudre, à faire la doublure, c'est sûr, mais bon, c'est pas, c'est une pièce un peu particulière aussi, on va garder ça des années, c'est quelque chose qu'on va mettre, enfin, voilà, pour moi, c'est pas pareil qu'un t-shirt lambda. Voilà, donc il n'y a rien que je m'interdise en termes de projet, c'est plus en termes de quantité de temps qu'il va me falloir pour le réaliser. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à la question. Ensuite, bonjour Essiane, j'espère que tu vas bien. Quelques questions. Comment tu t'es mise à la couture? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu couds et depuis combien de temps tu fais de la couture? Ton métier est en lien avec la couture si j'ai bien compris, mais quel est ton métier? Dans quelle région vis-tu? Merci et bonne fin de week-end. Aurélie du Sud. Alors, je me suis mise à la couture. Arrivée en troisième, il fallait choisir un métier. J'avais fait un stage en esthétique et je m'étais dit que c'était ça que je voulais faire. En même temps, j'avais toujours été intéressée par tout ce qui est le maquillage, les ongles, la beauté. Et donc, je vais essayer de me lancer dans ça. J'ai pas été prise dans aucune école. Et par contre, dans alors l'école où j'avais postulé, il y avait d'autres formation, donc j'avais pris commerce parce que je m'étais dit, oh, vendeuse de vêtements, ça me plairait bien. Même si aujourd'hui je me dis heureusement parce qu'il y a tellement, ça doit être tellement bouché que, comme l'esthétisme, hein, vous me direz, il y a tellement de gens sur en études que je pense qu'arriver au moment où il faut se trouver un emploi, c'est compliqué. Même si je pense qu'il y a quand même pas mal de demandes, hein, ça, il y a pas à dire. Voilà, et j'avais mis du coup métier de la mode, vêtements, sans du tout me renseigner sur ce que c'était. Pour moi, métier de la mode vêtements, c'était genre journaliste de mode, si vous voulez, ou critique de mode, ou historique, niveau ouais, vêtements, style, j'en sais rien, couturier. Moi, pour moi, c'était quelque chose comme ça. Je m'étais absolument pas renseignée. Finalement, métier de la mode, vêtements, du coup, ça représente modéliste, ou patronnier, si vous voulez, modéliste vêtements. Donc j'ai fait mon bac, donc BEP bac, et après j'ai fait un BTS dans le même lycée. Donc je me suis mise à la couture comme ça, j'allais dire, par mes études. J'avais une fille de ma... Alors moi j'étais dans la classe A, elle était dans la classe B. Il y avait une fille qui faisait beaucoup de vêtements. Je pense que tout le week-end, elle avait carburé sur des vêtements. Et à chaque fois, elle présentait ses vêtements. Et je m'étais dit, bon, les finitions ne sont pas hyper bien, dans le côté où moi je suis un petit peu maniaque, et encore, bon, pour la couture, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais je m'étais dit, les finitions ne sont pas hyper bien, mais elle se fait plein de vêtements et bah, je pourrais faire pareil. Alors je m'étais mise à commencer à vouloir faire ça dans mon appartement quand j'ai eu mon BTS, enfin quand je faisais mon BTS à Rouen. Donc j'avais une planche avec deux tréteaux, ma machine à coudre dessus et je décalquais par terre sur le carrelage de mon 17 mètres carrés. Bon, du coup j'ai juste décalqué un projet, ça s'est arrêté là. C'est là que j'ai commencé à acheter les Burda parce que du coup je cherchais des patrons. Et qu'évidemment Burda était connu et reconnu et qu'en plus c'était mensuel. Les styles me plaisaient bien et puis c'était pas une fortune. Bon, c'était moins cher à l'époque, mais bon, avec mon salaire de... Enfin, même pas, j'allais dire mon salaire d'étudiante, mais non, j'avais pas de salaire. Mais du coup, voilà, ça me convenait bien. Donc j'ai acheté pas mal de Burda. Ça, il date de 2012, je crois que ça doit être ça, 2013. Non, je vous dis des bêtises. Non, ça doit être ça. 2012, 2013.
je pense, quelque chose comme ça. Enfin bref, et puis j'ai voulu m'y mettre, évidemment, bon j'ai arrêté parce que décalquer à genoux par terre sur le carrelage, coincé entre la chaise, le canapé et le micro-ondes, compliqué. J'ai mis ça de côté. Un jour, je sais pas, je suis retombée sur une vidéo YouTube qui m'en a amené une autre et une autre et une autre. Et j'ai découvert le compte de Angela Clayton, qui est une, je pense, costumière, alors américaine, je pense. Elle fait des choses évidemment magnifiques. Je me suis souvent dit aussi pareil, après mes études, que j'aurais bien aimé être costumière pour le côté historique, parce que j'aime bien aussi voilà, l'histoire, le côté un peu monarchie et tout ça. Donc moi, si vous voulez me faire plaisir, vous me mettez devant un film d'époque avec des grosses robes, des crinolines et des machins, et je suis la plus heureuse du monde. Donc j'aurais aimé aussi être costumière, mais aussi en me disant que ce métier était certainement bouché, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de place. Donc d'office, j'ai pas choisi cette voie-là. Voilà, donc en tout cas, je suis tombée sur cette personne-là qui fait des choses magnifiques, elle fait ses patrons, elle montre la réalisation. Du coup, j'ai fait comme elle, j'ai acheté des perles en me disant moi aussi je ferai des vêtements et je vais me coudre des perles sur les manches et machin, plein de rubans de dentelle et compagnie. Et puis voilà, un jour j'ai rouvert un burda que j'ai pris au pif, j'ai pris un modèle au pif qui me plaisait. J'ai commandé du coup du tissu au coupon Saint-Pierre. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ça, parce que c'était une veste en tweed avec la jupe coordonnée. Voilà, donc j'ai trouvé ça sur les coupons Saint-Pierre. Je me rappelle, c'était 45 € à l'époque. J'avais commencé à coudre ça. C'est arrivé au moment où je me suis séparée d'avec mon ex, du coup, parce que je n'ai eu que 2 hommes dans ma vie. Enfin, du coup, mon ex et Vincent, mon mari. Donc j'avais acheté entre deux pas mal de tissus en me disant ah, c'est vachement bien. J'avais acheté pas mal de tissus plus par plaisir que par nécessité. Si celui-là il est sympa et je le trouve mignon, je l'achète sans me poser la question de qu'est-ce que je vais en faire, parce que les coupons Saint-Pierre c'est 3 mètres. Donc ça commence à faire un petit stock que bon, il m'en reste un petit peu, mais au fil du temps que j'ai écoulé. Plus ou moins. Et puis voilà, donc c'est arrivé, j'ai commencé à coudre au moment de ma séparation. Enfin, du coup, ma séparation est arrivée au moment où j'ai commencé à coudre, donc j'ai tout remballé. Je suis retournée vivre chez mes parents. Et puis après, j'ai vécu un peu avec Vincent dans son appart. On a pris un appartement à deux. Et là, je m'y suis remise. Sauf que pareil, décalqué par terre, à genoux, vachement chiant. Mais je m'étais quand même refait une robe et une blouse à l'époque. Et puis, oui, parce que ça c'était il y a bientôt, enfin ça fera 4 ans au mois de septembre, déjà qu'on a acheté la maison, donc je m'étais fait une robe et une blouse. Et puis j'ai remis ça de côté, et puis arrivant ici, bon bah du coup j'avais la place et plus de matériel, entre guillemets, plus de place, voilà, plus de matériel. J'ai une table pour décalquer, même si elle est assez basse, c'est toujours mieux que de faire ça par terre. Et puis, donc du coup, je couds depuis combien de temps? J'allais dire, je cours régulièrement depuis bah, du coup novembre 2021. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais mis ça un peu de côté. On a acheté la maison en 2020, septembre 2020. Donc j'ai mis ça un peu de côté. Et puis il y a eu le mariage du cousin de Vincent. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire une robe. Et puis du coup, bah, je vais faire le manteau avec parce que c'est un mariage d'hiver. Donc c'est bien d'avoir une belle robe, mais si le manteau n'est pas terrible, ça jure. Et puis voilà, je me suis remise comme ça tout doucement. J'étais partie sur un projet par mois parce que j'avais très envie de coudre. J'avais multitude de patrons et je regardais beaucoup de vidéos de couture. Un peu moins en ce moment, je suis un peu en retard sur toutes les vidéos des copines. Pendant les vacances, j'espère avoir le temps de voilà, rattraper un peu tout ça. Donc ça fait, oui, j'allais dire à peu près 3 ans que je couds très régulièrement, 2-3 projets par an, par mois à peu près. Donc là, je dois être à dans mon bouquin de couture, je crois, où je note tout, je dois être à 80 ou 95 à peu près, chose que je me suis cousue. Enfin, que j'ai cousu genre, pour tout le monde, quoi. Voilà. Ensuite, c'est marqué ton métier est en lien avec la couture, si j'ai bien compris, mais quel est ton métier? Alors, mon métier, je suis patronnière, piqueuse, mécanicienne, tigiste. Alors, patronnière, puisque je réalise le patronage. Piqueuse, mécanicienne, c'est parce qu'en théorie, si vous savez
coudre, que vous êtes piqueuse, vous êtes aussi mécanicienne parce que vous savez plus ou moins démonter, nettoyer votre machine et la réparer dans la mesure du possible. Et tigiste parce que je couds les tiges. Alors, les tiges, c'est le dessus de la chaussure en fait, où vous n'avez pas la semelle ni intérieure ni extérieure. Voilà, donc c'est toute la partie molle, si on peut dire, un peu la chaussette si vous voulez. Donc je couds des chaussures sur mesure orthopédiques, principalement en cuir, mais on fait aussi tissu. Pour hommes, femmes, enfants, c'est sur mesure. Je fais ça depuis 8 ans. C'est un peu eux qui m'ont débauché, enfin débauché plus ou moins à l'école. J'avais pas encore fini mon dernier examen, il me restait l'anglais à passer qui m'avait déjà pris, qu'ils avaient dit qu'ils me prenaient. Donc ça fait 8 ans déjà. Je fais des chaussures orthopédiques pour des personnes qui ont des problèmes de pied, qui ont des problèmes à se mouvoir. C'est assez large. Si vous voulez, ça peut aussi bien être des diabétiques. On fait énormément de diabétiques qui ont des amputations partielles ou totales d'orteils ou même de pieds. Il y a beaucoup de diabétiques qui ont une prothèse d'un côté et un pied avec quelques orteils qui restent de l'autre. Voilà, donc ça peut aussi bien être des diabétiques qu'une personne qui a fait un AVC qui du coup est hémiplégique, donc qui est paralysée d'un côté du corps, ce qui fait que évidemment pour se chausser, il y a un déficit, enfin ce qu'on appelle un déficit des releveurs, donc vous avez du mal à vous chausser, à plier les chevilles, à rentrer le pied. Donc on fait des chaussures plus adaptées à ça. Ça peut aussi bien être quelqu'un qui a un problème de compensation, qui est né avec 2 ou 3 cm de décalage au niveau des jambes ou des hanches. Ça peut être des pieds beaux, ça peut être quelqu'un qui a la sclérose en plaques, parce que du coup c'est pareil, comme c'est des problèmes neurologiques, les pieds vont avoir tendance à rester bloqués parce que du coup la transmission ne se fait pas ou pas totalement, donc du coup c'est pareil, c'est des personnes qui ont besoin d'être appareillées. Ça peut être tout un tas de neuropathies, de douleurs, les gens qui ont des orteils en griffe en fait, qui vont avoir les orteils comme ça, euh, parce qu'évidemment ils ne peuvent pas se chausser. Ça peut être on a eu des personnes qui ont Parkinson aussi, qui ont des problèmes de tremblement, donc on fait des chaussures qui sont beaucoup plus stables au niveau de la semelle, de l'assise de la semelle. Ça peut être tout un tas de choses en fait. On fait des chaussures basses, on fait des chaussures montantes, on fait des chaussures très montantes, avec des talons ou pas. Il y a des chaussures. Alors évidemment, ça se voit que la personne a un problème orthopédique. Enfin, ça m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un, de regarder ses pieds, de me dire peut-être que ces chaussures viennent de chez nous parce que, bon, évidemment, il y a des handicaps qu'on ne peut pas cacher. Malheureusement, quand vous avez un raccourcissement de 5 ou 6 cm des fois, et bah, avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas cacher. Nous, notre travail, c'est que ce soit fonctionnel et après esthétique, je vais dire. Donc, même si les deux sont, on s'applique à faire les deux, évidemment, si vous avez une jambe qui est plus courte de 5 cm et que vous avez une semelle d'un côté épaisse comme ça à l'intérieur, évidemment, ça va se voir. Mais en tout cas, voilà, c'est fonctionnel. Il y a des, comme me disait mon ancienne collègue qui est partie à la retraite, elle me dit, mais des gens qui viennent, qui sont sur brancard, qui viennent avec un bon de transport, en fait, c'est les ambulances qui les emmènent, et qui repartent verticalisés, en fait, si vous voulez, qui remarchent avec leurs chaussures. Des personnes qui vont se faire amputer, qui attendent d'avoir leurs chaussures pour commencer la rééducation. Donc voilà, il y a des personnes où ça va se voir, évidemment, et malheureusement, qu'ils ont un problème de chaussures, qu'ils ont un problème de pied, qu'ils ont un problème de... Mais il y a aussi des personnes à qui ça ne se voit absolument pas. Et si vous voulez, il y a des modèles qui sont plus ou moins imposés. Alors ça, c'est en fonction des pathologies. Avec le podo, c'est le podorthésiste du coup. Parce que nous, on est petites mains d'atelier. Podorthésiste, c'est lui qui est confronté à la pathologie et qu'est-ce qui doit pouvoir être réalisé pour le patient. Donc la partie esthétique est quand même hyper importante dans l'acceptation aussi du handicap. C'est sûr que si vous avez un handicap, c'est pas forcément facile déjà de s'en rendre compte et de l'accepter, de demander de l'aide pour être appareillé et après de porter ses chaussures. Mais si vous avez une chaussure, alors on fait de très belles imitations de grandes marques connues. Voilà,
avec une petite étoile sur le côté, voilà, vous avez, pour pas citer Converse, vous avez aussi, on fait des Clarks, on fait des Kickers, on fait des... vendredi, le dernier jour, j'ai fait des Jordan de Nike. J'ai déjà vu faire des fées clochettes, on a déjà vu broder des panthères roses, des bambis. Voilà, il y a toute une partie esthétique qui est très importante et soit on a déjà des modèles, si vous voulez, dans nos catalogues prédéfinis, ou soit la personne vient, nous dit j'ai trouvé ça sur internet, je veux ça, ou alors j'ai découpé ça dans tel magazine, et on essaie de reproduire au mieux. Et après, on a toute une gamme de couleurs aussi. Alors, on a des cuirs naturels, j'allais dire, et des cuirs synthétiques. Pour les personnes qui sont soit allergiques au cuir, enfin pas forcément allergiques au cuir, mais voilà, par exemple les personnes qui sont allergiques au chrome, le cuir est souvent amené au chrome pour faire que le poil s'enlève mieux. Donc voilà, pour les personnes qui sont allergiques au chrome, pour les personnes qui sont incontinentes ou qui vont utiliser leurs chaussures comme chaussures de travail ou pour marcher dans la boue, c'est du coup des cuirs synthétiques qui vont bien se laver et bien s'entretenir. Si vous n'avez pas envie de cirer tous les jours vos chaussures, bah, c'est sûr que voilà, vous passez un coup d'éponge et c'est mieux. Pour toutes les personnes qui sont véganes, qui ne veulent pas d'animaux morts sur leurs pieds. Voilà, voilà donc, et après une partie tissu, aussi bien pour les chaussons que pour des tissus un peu plus chaussures de sport. Voilà, ou des petites toiles de basket toutes mignonnes. Et puis toute une gamme de couleurs aussi. On a aussi des cuirs fantaisie, si vous voulez, avec des panthères, avec des fleurs, avec voilà, on a du bleu un peu nacré, ou du violet. Enfin, on a toute une gamme de couleurs. Et comme je disais une fois à une porte ouverte, je disais, bah voilà, alors oui, nos chaussures sont orthopédiques, mais si vous voulez une chaussure en cuir jaune, rouge et verte, avec, je sais pas moi, les velcro orange, bah, c'est possible. Et trouver ça dans le commerce, je suis pas sûre que ce soit possible. Et alors que nous, on a beaucoup de chaussures. Alors on a beaucoup de chaussures évidemment qui vont être entièrement noires, entièrement marron. C'est vraiment les couleurs qu'on a le plus. Comme je dis toujours, il pourrait y avoir une piqueuse qui toute l'année ne pique qu'en noir, qui n'aurait pas besoin de désenfiler sa bobine parce que tous les jours, voilà, il y a des chaussures noires. Et on a de temps en temps des chaussures qui vont être vert et rouge, des chaussures qui vont être entièrement vertes, des chaussures qui vont être violettes, des chaussures qui vont être noires et rouges. Enfin, il y a tout un tas de entièrement fantaisie, avec des paillettes, ou alors juste toutes blanches avec les petits boudins de couleur derrière, si vous voulez, comme les Stan Smith avec voilà, soit le boudin vert ou doré. On a toute une panoplie de couleurs qui du coup est aussi intéressant pour les gamins. C'est là aussi qu'on peut aussi plus se permettre de s'amuser. Avec les enfants, ou alors avec les personnes, j'allais dire, de plus de 60 ou 65 ans. Souvent, c'est eux qui sont un peu plus fantaisistes. Alors que les personnes, j'allais dire, de mon âge jusqu'à 50 ans peut-être, ou 55, sont un peu plus classiques généralement. Voilà, et souvent, comme moi je dis toujours, c'est les petites grand-mères qui font des chaussures imitation croco, ou alors avec des mocassins qui sont bleus et beige, blanc et noir. Enfin voilà, ça va être des choses un peu plus, j'allais dire classiques, mais dans des couleurs, dans un duo de couleurs un peu plus fantaisie que juste une chaussure entièrement noire avec des bandes blanches. Voilà. J'ai peut-être beaucoup parlé. Et ensuite, dans quelle région je vis? Je suis normande, du coup, je vis en Haute-Normandie, dans le 27, dans le département de l'Eure. Je suis située entre Rouen et Honfleur, j'allais dire à peu près. Je suis à 3/4 d'heure des deux. Je suis à peu près au milieu des deux, ce qui fait que je suis pas très loin de la capitale normande. Et que je suis pas très loin de la côte, même si c'est vrai que j'y vais pas forcément beaucoup. Là, pendant les vacances, j'aimerais bien faire un tour à Honfleur, au Naturospace. Voilà, donc la Normandie, belle région, avec un petit peu d'histoire et d'architecture. Du coup, donc enfin, du coup, Vincent et moi, on est très contents de ça. Ce qui fait que quand on a des copains qui viennent, on est content de ça. On n'a pas, faudrait qu'on fasse les places du débarquement. Je les avais fait gamine au collège, il faudrait qu'on les refasse. Enfin, qu'on les fasse du coup avec Vincent parce que lui ne les connaît pas. Donc voilà, région où il fait bon vivre, historique, avec des bonnes choses à manger. Et puis voilà, on a la côte hein, quand même, ce qui n'est pas négligeable. Et puis voilà.
terre agricole, terre paysanne. Moi, évidemment, si vous ne savez pas, c'est mon milieu. Mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents, mes oncles, tantes, mes frères sont dans ce milieu-là. Et en faisant de l'arbre généalogique sur plusieurs générations, il y a quand même beaucoup même de petits cousins très éloignés qui eux-mêmes sont dans ce milieu-là. Voilà, donc évidemment, on est beaucoup en Normandie, enfin, on est beaucoup de la famille à être en Normandie, puisque c'est là qu'on a migré. Enfin, du coup, voilà, que nos ancêtres ont migré. J'allais dire, moi, mon nom de famille de jeune fille belge, mon grand-père est belge. Enfin, du coup, il est français parce qu'il est né en France, mais du coup, voilà, c'est une partie de sa fratrie est belge, ses parents sont belges, donc voilà, nous on part du principe que voilà, on est un petit peu belge, un peu plus français. Alors pour beaucoup, on est surtout que des Belges qui sont venus envahir la France ou la Normandie, les terres agricoles, les fermes. Mais voilà, j'allais dire, je pourrais vous faire 10 faits sur moi que vous ne savez pas, j'aurais pu vous balancer ça, et puis voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, donc la Normandie, une région que j'aime beaucoup et que je ne me verrai pas forcément quitter. Coucou, quel est ton métier? Donc ça c'est répondu. Il a l'air en rapport avec la couture. Comment vas-tu toi? Arrives-tu à avoir plus de temps pour toi? Bonne fin de dimanche, Karine Scap. Alors, comment moi je vais? Je vais bien. Je suis jeune maman. Enfin, du coup, ça va bientôt faire un an, évidemment. C'est pas évident de trouver son équilibre entre soi, son travail, sa vie de couple aussi, son enfant et les choses qu'on voudrait faire aussi. Alors c'est compliqué parce que je pensais avoir trouvé une routine et puis finalement non, et puis je pensais en avoir retrouvé une et puis finalement non. Et là je trouve qu'on est à peu près bien. Voilà, on a compris que le couple était quelque chose de très important et qu'on n'était pas juste devenus des parents, qu'on était aussi un couple à part entière et qu'il fallait en prendre soin. Qu'il fallait prendre soin de nous individuellement parce que à un moment on s'oublie. Quand je vois la vitesse où passent les journées et même les mois, et quand là on est déjà début août et que enfin voilà, je veux dire, je parlais comme une vieille conne, mais voilà, je me dis ça passe tellement vite, en un battement de cils je vais arriver à 40 balais, c'est déjà quasi, enfin les 2 tiers de l'année pour moi sont quasiment finis. On est début août, une partie de l'été est finie alors que pour moi il a même pas encore commencé. Là vous voyez, il est, bon, je vais dire, il est 8h moins 10 et il fait pas terrible. Et voilà, c'est compliqué. Je me suis beaucoup informée pendant ma grossesse. Je regardais beaucoup des podcasts sur Bliss Story qui parlent beaucoup de maternité, alors maternité de tout type. En fait, vous avez plein de sujets, c'est extrêmement vaste et du coup enrichissant. Moi, j'aime beaucoup tous j'allais dire, ces témoignages. Je trouve que c'est toujours enrichissant et il y a toujours quelque chose qu'on apprend, quelque chose qu'on retient des gens quand on les écoute. Je trouve qu'on apprend plus des gens, des fois, en les écoutant et en les regardant qu'en parlant avec eux. Si vous voulez, je pense qu'il y a des personnes qui parlent de trop et qui, du coup, à défaut, ne laissent pas assez parler d'autres personnes. Et alors, bon, moi, souvent, les gens qui parlent de trop, ça m'exaspère un peu. Mon papa parle de trop, j'allais dire. Mon papa parle de trop, et des fois, j'aimerais qu'il se taise pour laisser parler les autres. Et des fois, voilà, dans une conversation, il fait partie des personnes, je trouve, qui prennent un peu trop de place. Mais bon, peut-être que ça convient bien aux personnes qui, elles, ne veulent pas forcément prendre trop de place ou parler. Ouais, il y a toujours des gens qui vont parler plus, des gens qui vont parler moins. Et c'est vrai que quand je regardais ça, enfin quand j'écoutais du coup ces podcasts, je me suis beaucoup informée sur voilà, la maternité, la grossesse, l'accouchement, parce que moi du coup je voulais un accouchement sans péridurale. Donc je me suis enfin, pas mal informée sur ça en me disant bon c'est possible, enfin il y a tout un tas de... Tout est possible, hein, vous allez me dire, mais voilà, j'ai beaucoup écouté ça, même avant de tomber enceinte. Voilà, au travail, souvent j'écoutais ça, je me mettais dans ma bulle et puis j'écoutais ça. Il y a tout plein de. Enfin, voilà, je le conseille pour celles qui veulent devenir maman ou celles qui l'ont été ou celles qui. Enfin,
Voilà, je trouve que c'est toujours enrichissant. Il y a des parcours de vie qui sont vraiment incroyables. Et puis il y a des madame tout le monde comme vous et moi. Et voilà. Mais par contre, là, voilà, beaucoup renseigné sur le postpartum et compagnie, la dépression postpartum, enfin voilà. Et par contre, je pense que j'ai pas. On m'a pas assez ou j'ai pas assez pris l'information à quel point c'était compliqué de ne pas s'oublier soi-même, de ne pas se faire avaler par la routine, par son gamin, parce que même si c'est notre bien le plus précieux, il y a des jours où on a l'impression d'être totalement esclave et de se dire mais pourquoi j'ai fait un gamin et pourquoi je me suis infligé ça et tout allait bien dans ma vie et maintenant j'ai fait un gamin et enfin il n'y aura plus jamais d'aller-retour. Voilà, ça généralement on se dit ça les journées où ça va pas trop bien. Et puis ouais, c'est ça, se trouver une routine pour avoir du temps et pour son gamin, pour pas avoir l'impression qu'il passe sa journée à la crèche et d'être une mère qui l'abandonne, pour avoir du temps pour ses loisirs, parce que je trouve que, alors moi je m'épanouis au niveau de mon travail, mais aussi au niveau de la couture, et si vous voulez, quand je suis stressée ou quand je suis pas bien, la couture me permet de me décharger en fait de tout ça, en fait, de tout ce que j'accumule. À la fois, je me décharge du stress, de mes appréhensions, tout ce qui n'a pas été. Et à la fois, ça me ressource également. Si je suis 10 jours sans faire de couture, je suis pas bien, quoi. Voilà, j'en ai besoin, j'en réclame. Voilà, il faut qu'à la fois je me vide de cette énergie négative et qu'à la fois je me ressource. Voilà, c'est assez. Enfin, je sais pas si vous comprenez en fait. Voilà, pour moi c'est à double niveau en fait. C'est comme une pile quoi. Il y a le plus et le moins. La couture, il y a le plus et le moins quoi. Je me décharge et à la fois je me ressource. Et donc voilà, pas oublier de prendre du temps pour soi pour ne pas avoir l'impression d'être broyé par la routine, même si malheureusement c'est le cas de tout le monde. Prendre du temps pour son couple pour pas un jour se réveiller et de se dire mais en fait depuis 10 jours on se parle que pour parler du gamin et en fait on est comme deux colocataires qui vivons là à côté de l'un de l'autre mais on n'a pas grand chose à se dire. Donc voilà, pas oublier son couple, pas oublier soi-même, que ce soit en tant que maman ou même en tant que papa, voilà, faire des activités que tous les deux, faire des activités seuls en fait, s'obliger un peu à être égoïste. C'est ce que je disais à mes collègues, je dis en fait c'est s'obliger à être égoïste, de prendre du temps pour soi, parce que une maman qui va pas bien, c'est un couple qui va pas bien, c'est un foyer qui va pas bien. Je vous conseille aussi sur Facebook, ça s'appelle Les Fabuleuses au foyer. C'est pareil, encore des femmes qui parlent de leur expérience de mère, de la maternité, de la parentalité, que ce soit aussi bien des petites broutilles de tous les jours que des sujets un peu plus complexes. Voilà, souvent c'est alors j'aime bien parce que c'est des petits pavés qui sont assez longs, donc c'est pas juste 2 minutes de lecture. Voilà, souvent ça prend un peu plus de temps et ça me permet aussi de me mettre dans ma bulle, de me relativiser en me disant que c'est pas parce que je fais ça que je suis une mauvaise mère, que finalement on vit tous la même chose, qu'on est tous dans le même bateau et que bon bah elle a eu ça, moi je l'ai pas eu, alors je me tais et je me plains pas. Si vous voulez, voilà, je trouve que voilà, en plus, ça publie un peu, enfin plusieurs fois sur Facebook par jour. Je sais pas s'ils ont un autre réseau que Facebook. Et j'ai pas eu la curiosité de voir sur YouTube s'il y a quelque chose. Et voilà, je trouve que ça m'aide à me relativiser, à me poser des questions que je ne me serais pas posées, à me dire que je suis pas une mauvaise mère si j'ai pas fait ça et que il n'y a que moi en fait qui me met la pression et la barre haute parce qu'évidemment on voudrait tellement que tout soit parfait pour notre enfant et qu'il ait le meilleur alors qu'en fait le bien c'est très bien en fait. Voilà. Donc comment j'arrive à avoir, est-ce que j'arrive à avoir plus de temps? Oui. J'ai réfléchi, alors on est parti en Islande pour faire notre voyage de noces tous les trois. C'est là que j'ai un peu mis les pieds dans le plat en me disant que ça n'allait pas. Moi, notre couple, la routine, tout ça. Et je suis partie à la conclusion que, en fait, quand je récupère Jean de la crèche, il dort
Donc moi, je le laisse en fait dans son cosy, je le pose dans le salon et pendant ce temps-là, je prenais ce temps-là pour faire du ménage. Et ce qui fait qu'après, il se réveillait, je m'occupais de lui, machin, il faut manger, le coucher, la douche. Et c'est toujours à ce moment-là que je lui disais, bon, bah, je ferai de la couture après, à 9h30, après la douche, une fois que je suis claquée, que Jean y dort, que du coup, j'ai pas envie de le déranger, que Vincent est déjà au lit, et que moi, du coup, j'ai juste envie de me mettre dans ses bras, qu'il fait nuit. Euh, donc évidemment, ces moments-là arrivaient pas trop. Le week-end, comme on est souvent barré à droite, à gauche, ou alors tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, on fait ça le week-end. Donc en fait, le week-end est un peu comme un... Enfin du coup, je n'ai pas forcément plus de temps pour coudre. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je me dis, bah, voilà, je récupère Jean il dort, je le pose dans le salon, je finis ma couture, j'en fais une demi-heure, une heure, le temps qu'il se réveille. Généralement, je m'arrête quand Vincent arrive. Et c'est là que du coup, je vais commencer à faire, voilà, à plier mon linge, ranger la vaisselle de la veille, commencer à faire à manger, tout ça. C'est aussi en Islande que je me suis dit qu'il faudrait que je me remette au sport. Donc souvent, du coup, voilà, quand Vincent arrivait, Jean était réveillé ou pas forcément. Et du coup, c'est Vincent qui prenait le relais de Jean, qui faisait à manger. Et pendant ce temps-là, moi, je faisais ma demi-heure de sport. Et on a fait ça. Même si le sport, là, j'ai un peu abandonné en ce moment et pendant les vacances, j'aimerais bien m'y remettre. Mais c'est comme ça que du coup, j'arrivais tous les jours à avoir une demi-heure ou trois quarts d'heure de couture et à avancer et à être pleinement heureuse, satisfaite et à être beaucoup plus épanouie. Voilà, donc le ménage se fait après. Si l'évier est plein de vaisselle et que ce n'est pas rangé ce soir, et bah, il n'y a pas mort d'homme si c'est fait demain. Personne ne va venir chez moi dans ma maison me dire Océane, quand même, quelle misère. Bon, voilà, si vous voulez, c'est un peu se déconstruire et de se dire il y a une toile d'araignée là-haut. Enfin, surtout moi, dans ma maison, il y en a partout parce qu'elle est en bois et puis elle est un peu trouée de partout. C'est un vrai gruyère, donc voilà. Et de te dire personne va venir nous juger, personne va venir nous taper sur les doigts. S'il y a une toile d'araignée dans un coin, si les vitres sont pas faites aujourd'hui, enfin voilà, on a tous notre vie. Moi la première, j'allais dire quand je vais chez les gens, je suis pas là à regarder si la maison est propre, à estimer le centimètre de poussière sur le doigt, enfin voilà. Moi je suis pas de ce genre-là, et puis j'allais dire, on m'a appris aussi à quand tu vas chez quelqu'un, tu ne regardes pas enfin voilà, tu ne regardes pas le ménage, quelqu'un t'invite, c'est pas pour que tu juges sa maison. Donc voilà, je suis un peu moins maniaque aussi parce que j'étais pas mal aussi un petit peu psychomaniaque, psychorigide, ce qui fait que ça m'a beaucoup aussi peiné, frustrée parce qu'on se met la barre à un niveau qu'on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre. Évidemment, on ne l'atteint pas, donc on se dit qu'on est plus bactère et voilà, c'est la boucle perpétuelle de je suis nulle, je vois rien, enfin voilà. Donc, prenez du temps pour vous, devenez égoïste pour vous, pour votre couple, pour votre gamin, et ne vous oubliez pas. Principal conseil que je peux donner aux parents, ne vous oubliez pas, filez vos gamins aux grands-parents, à ceux qui vous proposent de les garder. Voilà, ne culpabilisez pas en vous disant que vous êtes un mauvais parent qui abandonne votre gamin. Donnez-le à quelqu'un qui sera très content de le garder. Si en plus il le réclame une soirée, faites-vous un restaurant, faites-vous un cinéma, faites-vous juste, je sais pas, restez au lit, dormez, prenez du temps pour vous, ne vous oubliez pas en tant que parent, ne vous faites pas aspirer par cette routine qui déchire les vies, les couples, le moral, les rêves. Voilà, prenez du temps pour vous, soyez égoïste, reposez-vous, euh, profitez de ce qui est nécessaire et arrêtez de vous prendre le chou. Voilà. Même si quand je vois la moyenne d'âge, souvent vous êtes un peu plus de l'âge de ma mère, donc je pense que tous ces conseils-là, vous les avez peut-être acquis et voilà, pour les quelques jeunes, je vais dire, qui vont me regarder. Ensuite, alors, j'ai un commentaire de la magicienne Ose. Félicitations pour les 2 ans. Effectivement, je n'avais pas eu ton post pour les questions en rapport de YouTube. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur dans la réalisation des vidéos? Le temps de filmer, je dirais. Alors, Vincent est au courant que j'ai ma chaîne.
Sauf qu'en fait, quand il est là, je ne filme pas quand il est là parce que par peur qu'il m'entende, qu'il me juge, qu'il trouve que c'est complètement superficiel, dérisoire, stupide en fait. Alors que lui, il s'en fout complètement. Et il a le nom de ma chaîne et il m'a dit mais qu'est-ce qui te dit que j'ai pas vu toutes tes vidéos? Mais voilà, moi j'ai un peu ce petit blocage là de me dire alors que, enfin, c'est vraiment bête parce qu'en plus, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, moi, j'y connais rien. Il me dit, je trouve ça génial de partir d'un bout de tissu, de savoir faire quelque chose de ses mains, dans une vie aujourd'hui où la plupart des gens ne savent pas coudre un bouton. Mais voilà, c'est un peu de trouver un peu le soir, de trouver ce moment où je rentre du boulot, j'endors, je commence ma vidéo, il se réveille et là, je me dis que c'est mort. Ou alors, Vincent est là. Ou voilà, c'est un peu plus ce moment-là. As-tu d'autres comptes associés à ta chaîne sur les réseaux Facebook, Insta? Point d'interrogation. Non, je n'ai que YouTube. Je me suis souvent dit qu'il faudrait que je fasse Insta comme tout le monde. Et du coup, je me suis dit, bah non, en fait, ne sois pas comme tout le monde. Même si, alors, c'est un peu frustrant. Parce que c'est ce que je disais à Vincent. Je lui dis, ça me frustre un peu de me dire que, par exemple, il y a des filles qui vont avoir 5 vidéos et qui vont avoir plus d'abonnés que moi. Alors, je suis très contente pour elles. Mais des fois, c'est un peu frustrant parce que je me dis, mince, c'est alors évidemment, vous allez me dire les vues et les abonnés, c'est pas représentatif du talent, des compétences, de la qualité, j'en sais rien, de la personne, mais moi je me dis toujours, c'est un peu. Enfin, moi, enfin, évidemment, je vais forcément me comparer, même si c'est quelque chose qu'il faut pas faire, et souvent je me dis, bah mince, c'est dommage, enfin, tant mieux pour elle, la fille, mais des fois je me dis, bah mince, moi aussi j'aimerais bien, avec 5 vidéos, avoir 2000 abonnés, mais c'est pas le cas, et. Alors souvent, ce que j'ai à Vincent, je pense qu'il y a aussi toute une communauté de couturières sur Instagram ou Facebook qui arrivent sur YouTube déjà avec tout un tas d'abonnés et que du coup ça apporte une visibilité autre. Si demain je me mets sur Instagram, je vais dire, je pense que ça va forcément me ramener tout un potentiel public que je n'aurais pas attiré que par YouTube. Voilà, donc j'ai pas d'autres réseaux sociaux en partant du principe que je veux pas le faire parce que il faut le faire ou parce que tout le monde le fait, du coup il faut le faire. Euh, Aussi pour ne pas me comparer, enfin j'allais dire, j'ai souvent tendance à me comparer déjà pas mal avec d'autres coutures ou d'autres chaînes avec un montage qui me plaît bien ou d'autres chaînes avec un certain nombre d'abonnés ou d'autres filles ou la façon dont elles se tiennent ou comment elles parlent ou tout ça. J'ai souvent tendance à me comparer, même si je me dis bah reste, enfin peut pas faire tous la même chose. Et puis reste toi-même parce que de toute façon, ce qui est authentique, c'est ce qui marche. Donc voilà, aussi dans ce souci-là de ne pas avoir à me comparer. Comment parviens-tu à concilier ta vie de famille, travail, vie quotidienne avec ces activités, organisation, difficultés, rencontrer, sacrifices? Je pense que j'avais pas mal dégrossi un petit peu avant. Ça prend du temps de se trouver une organisation. Quand on l'a trouvée finalement, et ben on se rend compte que bah, c'est pas si bien que ça, qu'il faut rechanger. Et puis là, je trouve que voilà, je suis à un stade où c'est à peu près bien. Alors moi, je travaille 36 heures la semaine, je mets sur 4 jours. En fait, je fais des journées de 9 heures, donc du mardi au vendredi, ce qui fait que j'ai 3 jours de week-end. Souvent le lundi, du coup, je garde de gens. C'est souvent le jour où je fais du montage ou un petit peu de couture ou où j'ai un peu plus de temps pour moi ou alors pour les rendez-vous ou faire les courses, tous ces trucs-là, si vous voulez. Donc, le travail, ça va, parce que du coup, je commence à 7h30, je finis à 17h15, donc je rentre relativement tôt, si vous voulez, je récupère Jean à la crèche à 17h30. À 6h moins 10, je suis à la maison, à peu près. Donc, ce qui me permet de faire les courses le soir et de ne pas rentrer à 8h chez moi claqué. Ce qui me permet de coudre également un peu le soir. Bon, évidemment, le matin, j'ai le temps de rien faire, hein, si vous voulez, mais ça se goupille assez bien. Et puis, bon, bah, la vie quotidienne, comme disait un jour ma mère, bah, tu gères les aléas du quotidien et tu fais après ce que tu étais censé faire. Je trouve que c'est à peu près bien résumé. Et puis, bon, bah, voilà, les difficultés rencontrées, voilà, c'est vraiment de s'isoler un peu dans sa vie de parent, de pas assez communiquer sur ses ressentis avec sa moitié ou même avec les autres parents et de se dire, bah, en fait, on est tous passés par là
Et toi, peut-être que tu auras une piste à m'avancer ou quelque chose à me conseiller. Mais voilà, de se dire, on est tous dans le même bateau, on a tous vécu la même chose, on va tous la vivre à différentes échelles, hein, je parle bien. Mais voilà, il n'y a pas un plus malin que l'autre. C'est une question voilà, de renoncement. Je mets un peu plus de temps pour mon gamin aujourd'hui. Demain, je mettrai un peu moins suivant les activités qu'il faut que je fasse ou que je voudrais faire. Ou pour le couple, ou pour tout un tas de choses. De toute façon, la vie est un sacrifice. Voilà. Enfin, la vie est un choix. Si vous faites ce choix-là, c'est que vous faites le sacrifice d'un autre potentiel choix qui vous aurait amené autre chose. Donc, parents ou pas parents, voilà, ça ne change pas forcément grand-chose. Quel est le regard de tes proches, famille, collègues, amis par rapport à cette activité? Alors, ils ne le savent pas, en fait. Si vous voulez, cette chaîne, pour moi, je l'avais gardée pour moi comme un jardin secret. Alors, évidemment, je l'ai dit à Vincent, et Vincent l'a deviné parce que c'est pas... Enfin, ça serait vraiment compliqué de le cacher à quelqu'un, surtout que, j'allais dire, nous, dans la maison, tout est ouvert, en fait, j'ai pas de porte. J'ai même pas de porte dans ma salle de bain, en fait, si vous voulez. Donc, je peux pas me dire, je m'enferme dans une pièce où on m'entend pas, où on me voit pas. Donc, tout est... Voilà, Vincent est au courant, ma famille est pas au courant, parce que je me suis dit, c'est mon jardin secret. Ça les intéresserait pas, de toute façon, je pense. Et mes collègues, je sais pas. Elles sont dans la couture, donc ça les intéresserait peut-être. Mais c'est vrai que ma famille, voilà, je pense qu'on ne comprendrait pas que je m'expose. Alors, je vais dire un peu ma vie perso quand même, que je m'expose, voilà, sur Internet à des inconnus, ou alors j'aurais le cliché de comme la youtubeuse beauté qui parle maquillage et bout de pinceau, hyper superficiel, voilà. Enfin, je pense que je représenterais ça à leurs yeux. Et puis de toute façon, enfin, j'allais dire en termes généraux, mon travail ne les intéresse pas. Je suis pas sûre qu'ils sachent réellement ce que je fais. Alors que j'y suis depuis 8 ans, mais si vous voulez, comme nous, c'est un milieu très fermé, ça parle énormément ferme. Donc moi qui ne suis pas de ce milieu-là, mon travail n'intéresse pas. Ou peu, je pense qu'on me demande plus par politesse que vraiment par réel intérêt. Alors qu'on va plus, à chaque fois que mes parents voient Vincent, ils vont demander comment va son travail. Moi, on me demande pas en fait. Donc par les coutures, en fait, encore moins. Ils savent que je fais des vêtements, mais ils s'intéressent pas plus que ça, si vous voulez, sur qu'est-ce que je fais comme vêtements, qu'est-ce que j'aimerais faire comme haut de vêtements, les tissus, les machines, j'en sais rien. Ils s'intéressent pas ni à mon travail, ni à mon activité de couturière. Donc je vois pas l'intérêt de leur dire que j'ai une chaîne YouTube en fait depuis 2 ans. C'est comme ça. Alors, quelles sont les mauvaises expériences liées à cette activité et à l'inverse, quelles sont les belles surprises que cela peut créer? Les mauvaises expériences. Ça prend du temps, ça c'est sûr. Alors, c'est pas une mauvaise expérience, mais c'est quelque chose qui prend du temps, qu'on ne se rend pas forcément compte au début. Je pense quand je me suis lancée beaucoup plus d'attentes qu'aujourd'hui, où je pensais que je ferais forcément plus de vues, où j'aurais plus d'abonnés, ou genre bon, finalement, je fais ce que je fais et puis ça intéresse les gens que ça intéresse. Mauvaise expérience, le stress, je pense. Alors, c'est tout bête parce que c'est vraiment le stress de me dire il faut que je coupe pour vous proposer quelque chose qui va vous intéresser et pour faire vivre ma chaîne et pour pas tomber un peu en désuétude et être oublié. C'est du coup peut-être une attitude très superficielle, vous allez me dire. Mais voilà, c'est un peu le stress de se dire il faut que j'ai quelque chose à proposer aux filles pour qu'on voit mes vidéos, pour que ma chaîne soit visible, pour qu'on s'y intéresse, pour qu'il y ait du passage. Et aussi parce que j'ai très très envie de coudre et que c'est même un... Pas qu'une envie, en fait, c'est même un besoin. Donc c'est plus ce stress-là, en fait, de me dire on est le 10 du mois, j'ai encore rien cousu, on est le 15, j'ai toujours pas fait ma vidéo sur mon bilan couture et du coup je suis en retard parce que tant que j'ai pas fait la vidéo, je vais pas coudre autre chose. Enfin voilà, c'est un peu cette pression-là que je me mets toute seule, hein. C'est moi qui me mets, hein, soyons clairs, hein.
Et après, les belles surprises que cela peut créer. Les belles surprises, je pensais qu'il y aurait des côtés négatifs, j'allais dire des mauvais commentaires, si vous voulez. J'en ai pas eu. C'est une communauté assez bienveillante, assez ouverte d'esprit, je pense, intéressée et intéressante, avec qui je peux parler couture, ce qui n'est pas forcément le cas avec, à part mes collègues, avec beaucoup d'autres personnes. Euh, voilà, qui est intéressée, qui est intéressante, qui... À ma première foire aux questions, j'avais eu énormément de retours très positifs et beaucoup de compliments. J'étais même un peu embarrassée parce que je m'étais dit mince, on pense tout ça de moi, alors que moi j'ai une vision très péjorative de moi-même. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai pas forcément beaucoup d'estime, donc j'étais un peu mal à l'aise de me dire mais waouh. Enfin, du coup, j'étais un peu reboostée quand même à bloc en me disant, mais c'est génial en fait, c'est hyper gratifiant. Et pourquoi des gens qui me connaissent me disent pas ça? Et pourquoi des inconnus qui me connaissent pas forcément, et qui me connaissent un peu quand même à regarder mes vidéos régulièrement? Parce qu'à un moment donné, on arrive à cerner les personnes, les caractères. Et voilà, c'est hyper gratifiant et touchant. Et d'avoir des personnes qui sont là depuis 2 ans, qui vont commenter chaque vidéo ou très régulièrement, qui vont me faire part, vous m'avez fait part du coup pour certaines anecdotes de leur vie qui sont quand même très personnelles, euh, que du coup on a pu échanger ensemble. Pour la naissance de Jean, du coup j'ai eu énormément de messages, beaucoup de félicitations, d'encouragement, enfin voilà, c'était hyper touchant. Et je me suis dit mais c'est dingue comment ça en fait, voilà, quelqu'un qui parle devant son téléphone et qui publie ça sur internet, comment ça peut attirer autant de monde et de bienveillance et de compassion et alors je pense qu'on peut dire d'amour, mais et d'amitié en fait. Et voilà, j'ai eu tellement de super commentaires pour Jean, enfin j'étais même émue et je me suis dit mais mince, enfin, c'est génial. Et je le partage du coup avec des inconnus, hein, quelque part. Et c'est sûr, en fait, quand on devient parent, enfin, moi, quand j'étais enceinte, en tout cas, j'avais envie de le crier à la terre entière, de montrer ton bonheur à la terre entière. Et le nombre de personnes qui, sous chaque vidéo, me disaient t'es rayonnante, t'es resplendissante, qu'est-ce que ça te va bien, qu'est-ce que t'es magnifique. Et ouais, en fait, c'est hyper valorisant, c'est hyper galvanisant, même, j'allais dire, d'être boosté par cette petite foule, hein, on s'entend bien, par des inconnus, par des gens qui existent sans exister. En fait, vous êtes une partie de moi, mais vous n'êtes pas palpable, vous n'êtes pas physique, vous êtes, je vais dire, une communauté à travers un écran. Vous n'existez pas, mais vous êtes quand même là, en fait. Vous n'êtes pas tous les jours à travailler avec moi, je ne vous croise pas, mais vous existez. Et ouais, en fait, il y a quelque chose, en fait, il y a un lien. C'est dingue. Enfin, je, 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 je- je- je suis déjà tombée sur des vidéos de personnes qui en parlent, en fait. Mais de se dire, ouais, en fait, ça existe, c'est fort, c'est à la fois, il n'y a pas de lien parce que il n'y a, pas de, y a pas de relation physique, on se voit pas, mais en fait, enfin, je connais un petit peu, enfin, quelques expériences de la vie de certaines, et vous connaissez des choses de ma vie, et on échange sur des choses très personnelles et des choses très futiles, en fait. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, voilà, au bout de 5 6 7 commentaires sur différentes vidéos, bah, il y a un petit lien qui se crée. Et je suis contente de retrouver des commentaires de personnes que je vois régulièrement, et je me dis bah tiens, elle m'oublie pas, elle me suit toujours, bah tiens, elle se souvient que j'avais dit ça dans une vidéo, qui s'est passé ça. Et de me dire bah voilà, il y a un lien, ouais, il y a quelque chose qui existe, et c'est palpable, enfin pas forcément, mais il y a quelque chose, quoi. Et c'est voilà, c'est touchant. Et il y a des jours c'est émouvant quand ça va mal, de se dire mais non, en fait, il y a des gens qui croient en toi, il y a des gens qui trouvent que tu as plein de qualités, enfin, vas-y, quoi. Vas-y. Et c'est voilà, c'est hyper gratifiant. Ça fait du bien, en fait. Voilà, des fois, d'avoir des personnes physiques autour de nous, et d'avoir l'impression d'être invisible, et d'être intéressant et valorisé à travers des personnes qui physiquement enfin, ne sont pas là, mais de quand même exister, en fait. Voilà, enfin, je trouve que c'est toujours un peu compliqué à décrire. Et je pense que si on n'a pas de chaîne YouTube, enfin en tout cas de lien avec une communauté comme ça, à travers un réseau, je trouve que c'est un peu compliqué à expliquer. Bon, je pense que vous avez peut-être réussi à cerner ce que je voulais dire. Euh, que préfères-tu proposer? Bilan, revue de presse, fort aux questions.
Les revues de presse, c'est quelque chose que j'ai horreur à faire parce que c'est hyper long, en fait, de filmer, alors du coup d'enregistrer la voix sur chaque, vêtement que je pense, d'enregistrer tous les dessins techniques avec les photos et de refaire un assemblage de tout ça et d'attendre que la vidéo se fasse. Je trouve que c'est hyper long, c'est chiant, c'est pénible. Moi j'ai horreur de faire ça. C'est vraiment, la vidéo du mois qui me voilà, que je traîne un peu des pieds pour faire. Mais que c'est important aussi de le faire parce que des gens qui attendent en permanence. Enfin, voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le proposent, ces vidéos aussi, et je me suis même dit, bah mince, la fille elle l'a proposé 2 jours avant moi, elle a 2000 vues, moi j'ai 600 vues, du coup ça intéresse pas forcément parce que tout le monde a déjà vu sa vidéo, ça intéresse pas la mienne. Même s'il y a des personnes voilà, je continue parce qu'il y a des personnes qui me disent que elles, ça les intéresse d'avoir mon point de vue. Euh, et évidemment, c'est sûr d'avoir toujours un point de vue différent. On peut très bien regarder la même revue de presse de 3 personnes différentes. On aura toujours des points de vue différents. Et peut-être qu'on cogitera différemment sur les projets. Ça nous ouvrira les yeux sur peut-être quelques détails que certaines auront pensé ou pas. Donc non, les revues de presse, non. Les bilans couture, j'aime bien. C'est assez facile, je vais dire, à monter. Alors, j'aimerais proposer un meilleur montage. J'y travaille un peu. C'est pareil, c'est quelque chose qui prend du temps. Et comme j'ai pas forcément le temps, bah, je vais au plus vite. Même si je pense que ça améliorerait la qualité de ma vidéo et que ça ramènerait un peu plus de monde. Donc voilà, les bilans j'aime bien. Les foires aux questions, alors j'en ai fait qu'une, hein, mais moi j'adore regarder ça. Je suis hyper friand. Je suis quelqu'un qui est très curieuse, donc je suis curieuse en apprendre un peu plus sur la vie des gens. Je suis curieuse de savoir ce que les gens, du coup, les questions qu'ils se posent sur d'autres personnes, ou j'allais dire là les questions que vous êtes posées sur moi. Voilà, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de nous, enfin, qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir de ma vie. Donc voilà, et foire aux questions. Bon, j'en ai fait qu'une, du coup, celle-ci. D'ailleurs, je parle depuis bien trop longtemps. Mais voilà, c'est quelque chose que du coup j'ai bien faire. Et c'est un peu le moment où je peux parler d'un peu autre chose que le patron est réalisé en taille 38, c'est tel tissu, voilà comment ça s'est réalisé. Voilà, c'est un peu plus du coup des vidéos un peu plus personnelles. Et bah, je pense qu'ils sont tout aussi intéressantes si vous voulez vous intéresser aux créateurs. Voilà. As-tu un rapport particulier Tu as un rapport particulier avec Burda? Penses-tu tenter un rapprochement avec d'autres magazines? Oui, j'ai acheté beaucoup de Burda parce que c'était du coup vendu tous les mois, que c'était pas très cher et que c'était connu et reconnu. J'en ai accumulé du coup beaucoup parce que j'en ai acheté un petit peu. Je suis abonnée depuis 2 ans et demi, je pense, 3 ans peut-être. J'en ai acheté aussi des vieux. Voilà, je coupe beaucoup de Burda. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que peut-être vous êtes intéressé par la couture Burda qui n'est pas forcément proposée par beaucoup de monde. Je coupe beaucoup de Burda, j'aime beaucoup Burda. D'autres magazines, d'autres marques m'intéressent. J'aimerais vous faire des bilans couture en proposant d'autres. En essayant d'acheter 3-4 projets chez d'autres marques, en achetant d'autres magazines. Voilà, j'aimerais. J'ai d'ailleurs là-haut tout un stock même de patrons hors Burda que j'aimerais vous proposer aussi, enfin que j'aimerais du coup coudre et qui pourrait être intéressant de vous proposer. Donc oui, je compte faire un rapprochement avec d'autres magazines ou d'autres marques. Et que souhaites-tu pour ta chaîne à l'avenir? Je voudrais y passer plus de temps. Ça, c'est quelque chose qui me chiffonne. Et c'est ce que j'ai à l'instant, j'ai dit, j'aimerais y passer plus de temps. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aimerais avoir un meilleur montage pour attirer plus de monde, avoir plus de temps pour coudre. Voilà, j'aimerais m'investir plus pour ma chaîne, investir plus de temps, coudre plus de choses, vous proposer plus de vidéos. Voilà, mais bon, malheureusement, le temps n'est pas extensible. Je n'ai qu'un seul gamin et on en veut 3. Donc, ça se trouve, une fois que j'aurai un 3e gamin, la chaîne s'arrêtera parce que j'aurai plus le temps de rien et puis j'aurai pété un plomb. Voilà, je ne sais quoi vous dire plus. Voilà quelques idées en pêle-mêle. Merci beaucoup pour tes vidéos et la qualité de tes revues de presse. Plein de bonnes choses pour la suite, pour ta chaîne et pour ta famille. Voilà, donc ça, c'est les petits commentaires trop mignons qu'on a. Et ensuite, donc, le dernier qui est... Alors, c'est pareil. On va s'y mettre. Quelques questions spéciales couture. Quelle machine utilises-tu? J'utilise une Singer. Je vous remettrai l'intitulé que j'ai acheté au mois de février parce que la mienne, la carte mère a grillé. Qui est, je trouve,
Très bien. Et puis, j'ai une vieille Baby Lock en guise de surjeteuse qu'on m'a donnée, qui doit avoir je ne sais quel âge, qu'il faudrait que je nettoie parce qu'elle est horriblement sale. J'ai honte. Il faudrait que je fasse ça pendant mes vacances. C'est genre le truc que je me dis, il faudrait que je fasse ça plus tard. Un jour que j'ai rien à faire, que j'ai 2 heures à tout nettoyer, tout retirer, les fils, la poussière et tout. Mais bon, voilà, il faut que je m'y mette. Donc j'ai une vieille Baby Lock qui, je sais pas quel âge elle a, le plastique est tout jauni. Et après, un fer à repasser Calor que j'ai eu pour mes 18 ans, donc il y a déjà 10 ans. Voilà. Coutu plusieurs fois les mêmes patrons ou plutôt team une fois un patron. Je suis plus. Alors, il y a plusieurs patrons que je vous ai déjà proposé 2 fois, des patrons que j'aimais bien. Je suis plutôt team un patron, un projet. Parce que si vous voulez, il y a tellement de projets que j'aimerais faire que je me dis, s'il y a une chemise que tu la couds en 2-3 fois, et bah ça prend la place d'une autre chemise potentielle que tu aurais pu faire à la place. Je trouve que c'est pas forcément intéressant pour vous de vous présenter une cinquième blouse 125 du Burda de mai 2000 machin là. Parce que à part vous présenter le même projet dans un autre tissu, il n'y a pas grand chose à dire. Et voilà, il y a tellement de choses que j'aimerais faire que du coup à chaque fois je reprends un autre projet, ce qui du coup prend du temps parce qu'évidemment le décalcage est une phase qui prend pas mal de temps. Mais j'aimerais bien voilà, coudre un peu des projets que j'ai déjà cousus, peut-être plus pour cet automne-hiver, qui me permettrait du coup de faire plus de projets parce que j'aurais le temps de décalcage en moins si vous voulez. Et puis ça me rentabiliserait un peu mes patrons si vous voulez que j'ai déjà fait, si je les faisais une deuxième fois ou une troisième fois. Es-tu plutôt monoprojet ou plusieurs projets en cours? Je suis monoprojet. Je commence un projet, je le termine, point barre. Je suis pas du genre à en avoir 4 ou 5 en même temps parce que c'est le meilleur moyen de tout commencer, de rien finir, d'avoir des encours qui traînent pendant 6 mois. Moi, je fais mes projets et je les termine et après, j'en recommence. Quelles sont tes matières de prédilection et celles que tu détestes coudre, voire même que tu ne veux pas coudre? Il n'y a pas de matière de prédilection. Il n'y a pas de matière que je m'interdis ou que je m'autorise d'office. Je prends un peu comme ça vient. Évidemment, le coton, c'est vachement plus facile à coudre, d'entretien, tout ça, si vous voulez. Je vais dire, je ne me suis pas autorisée la soie parce que niveau portefeuille, et puis c'est pareil, je me dis, faudrait être sûr du projet qui taille bien, faudrait être sûr d'avoir le bon fil, les bonnes aiguilles, et de prendre son temps, de faire quelque chose de nickel, du coup, avec des bonnes finitions. Enfin voilà, je me dis c'est pour faire une chemise en soie avec juste des finitions moyens, c'est pas la peine quoi, vraiment faire un truc avec des coutures anglaises ou des coutures rabattues, de faire un truc nickel. Ouais, il n'y a pas de couture que je déteste, enfin de matière que je déteste, je crois pas. Il n'y a rien qui me vient en tête, ni de chouchou, j'allais dire, ni de détester. Comment ranges-tu tes magazines et les patrons décalqués? Alors, mes magazines sont tous rangés dans des petits compartiments. Alors, les magazines Burda, dans des petits compartiments que du coup, j'en ai 6. Du coup, c'est rangé de janvier-février. Après, c'est mars-avril. Donc voilà, en fait, j'ai un paquet pour les 2 mois. Ces petits compartiments-là commencent à être légèrement trop L3. Voilà, donc il faudrait en fait que je me trouve une grande étagère ou une grande armoire pour mettre ces patrons qui commencent à prendre un peu de place. Et j'ai plein d'autres petits patrons individuels dans 2 petits cartons en fait que ma collègue m'avait donné avant de partir en Ardèche. Donc il faudrait aussi que je range en fait par catégorie. Et après j'ai un petit tiroir à moi de patrons à moi plus anciens, c'est pareil, j'ai des patrons d'enfants, j'ai des patrons de femmes, qu'il faudrait aussi que je... Enfin ouais, je sais pas, que je trie. Et après, comment je range mes patrons décalqués? Mes patrons décalqués sont dans une pochette en craft. J'ai le dessin technique d'un côté et de l'autre, j'ai une fiche qui répertorie le nom, la référence, les matières qu'il faut, les fournitures, le métrage, les différentes observations, ajustements effectués. Voilà, et tout ça est rangé sous mon bureau, enfin du coup les décalcages craft. Aimes-tu coudre pour les autres ou plutôt team couture égoïste? J'aime coudre pour les autres, même si du coup
je peux pas coudre pour moi pendant que je couds pour les autres. Voilà. Qu'est-ce que tu as cousu dont tu es le plus fier? Eh bah, je sais pas. Je sais pas, j'aurais envie de dire peut-être ma robe de mariée, que j'ai fait un peu à l'arrache. J'ai acheté le tissu 15 jours avant. De toute façon, ça c'est du grand moi. C'est du grand moi, et à chaque fois quand les filles me disaient t'as commencé ta robe de mariée, Océane? Non, mais tu sais, c'est dans un mois, mais tu sais, c'est dans 2 mois, mais tu sais, c'est dans 3 mois. Et à la fin, c'était non, mais toi, je te demande même pas parce que tu me fous trop. Enfin, tu me fous trop le stress. Donc, ouais, je suis quand même fière parce que, bon, j'ai fait le patron moi-même. Pareil, j'ai fait n'importe quoi. Si mes profs de couture étaient là, je pense qu'elles me retireraient mon diplôme. Ouais, je suis fière, je l'ai faite moi-même. Dans un temps hyper court, parce que du coup, t'as 6 mois pour le faire, t'as le temps, et puis bah, du coup, t'as tellement le temps qu'à la fin, t'as plus le temps, tellement t'as pris ton temps. Donc, ouais, peut-être ma robe de mariée, je pense, même si elle était pas nickel, même si j'aurais pu faire mieux, évidemment, même si j'aurais pu faire autre chose, mais bon, c'est tellement symbolique que, ouais, peut-être ça, je pense. Qu'est-ce que tu as cousu et que tu portes ou utilises le plus? Alors, je sais pas si je l'ai là. Il faudrait que, voilà, je vais vous l'incruster. Le vêtement que j'ai sûrement le plus porté depuis que je l'ai cousu, et c'est simple en fait, c'est le seul vêtement qui, une fois qu'il est propre, je ne le range pas dans l'armoire ni dans mes étagères dans la chambre. En fait, il est directement sur la commode des vêtements en cours, si vous voulez. Alors c'est la veste, une veste burda que j'avais fait longue avec des manches longues. euh, que j'avais fait dans un tissu de chez Dressenstoffen, une côte, un velours côtelé camel. Voilà, donc c'est cette petite veste là que j'appelle avec beaucoup d'affection ma pouque. Voilà, que mes collègues ne peuvent plus voir en peinture parce que du coup je l'ai, enfin on parle du coup pas à l'été, mais que du coup j'ai eu en permanence, aussi bien parce que j'avais froid, aussi bien pour m'habiller pour tous les jours, voilà, qu'elles ne peuvent plus la voir en peinture, ma pouque, voilà, moi je l'adore, voilà, c'est vraiment le vêtement en fait que je ne range même pas dans ma penderie, elle est propre, je l'ai sous la main en fait, voilà, tellement je la mets. Et je me dis qu'il faudrait largement que j'en fasse une autre, peut-être un peu plus courte, même si le jour que je vais en faire une autre et que les filles vont me voir débarquer avec ça au boulot, elles vont, je pense, m'insulter tellement elles en ont ras-le-bol de voir ma pouque. Mais moi, voilà, je l'aime d'un amour inconditionnel. Voilà, j'ai pas beaucoup de vêtements marrons et du coup, j'aime le marron, j'aime le camel et j'adore cette veste. Elle est douce, elle est longue. Voilà, mon grand amour pour cette veste qui est sûrement le vêtement que j'ai le plus porté de l'année. Ça, c'est, enfin, que j'ai le plus porté depuis que je l'ai fait. Ça, c'est indéniable. Quelle serait ta pièce ou matière de rêve à coudre? Avoir suffisamment d'argent pour me faire une garde-robe entièrement en soie, je pense, qui doit être très confortable, très jolie. Voilà, je pense, je ne sais pas. J'ai pas de. Ah, ou sinon, ouais, au coupon de Saint-Pierre, vous avez des brocarts. Ah, c'est magnifique. À chaque fois, je rêve et je me dis, oh là là, mais une robe là-dedans, ou juste une petite veste bien travaillée dans un beau jacquard, un beau brocart. Ça doit être magnifique. Mais bon, quand vous voyez les prix là, je n'ai pas gagné au loto, hein. Ça reste un rêve. Qu'est-ce que tu apprécies le moins dans la couture? Dépiquer. Et c'est pareil au boulot, dépiquer quand on a mal cousu, quand on s'est trompé sur un truc. Dépiquer et refaire. Voilà, moi j'ai horreur de ça. Dépiquer parce que je me suis trompée, parce que du coup j'ai pas beaucoup de temps, du coup j'ai été vite, parce que du coup je suis un petit bélier, donc vite, je me suis dépêchée, j'ai pas fait attention. Et voilà, c'est pareil au boulot, voilà, dépiquer parce que du coup ça tombe pas bien, parce que du coup on a été vite, parce que du coup on n'a pas fait attention qu'il y a une matière qui s'est. Enfin voilà. Dépiquer, faire et refaire, voilà. Moi, voilà, c'est faire du premier coup, c'est très bien. Dépiquer, moi, ça, tout de suite, ça m'énerve. Très vite. Voilà. Donc, c'est ce que j'aime le moins. Ce que j'aime le plus, c'est pas le patronage, c'est pas le décalcage, c'est pas la coupe, c'est vraiment de coudre. C'est ça qui me plaît le plus, je pense. Voilà, c'est vraiment de voir quand 3-4 points de couture, il y a quelque chose qui ressemble à un vêtement. Et clairement, c'est pas le décalcage, hein, même si, bon, maintenant, des fois, ça me fait ni chaud ni froid, mais
C'est vraiment voilà, de coudre, de réaliser le projet en fait. Partages-tu ta passion avec tes proches? Oui, non, je parle pas mal couture avec Vincent, parce que bon, bah, évidemment, il est aux premières loges, et puis je peux être un peu chiante à le bassiner avec ça. Il s'y intéresse un peu. Alors, je sais pas si c'est par complaisance ou si c'est vraiment que ça l'intéresse. Que pensent tes proches de ta passion? Je ne sais pas, je pense qu'ils en pensent pas grand-chose. Ils savent que je couse, ils m'en parlent pas. Je sais pas ce qu'ils en pensent. As-tu déjà pris des cours de couture? Non, j'ai pas pris des cours de couture, mais du coup, j'ai 3 diplômes dans ça. Alors, comme je dis, c'est pas parce que je suis diplômée que je suis meilleure que les autres. Je me considère pas comme une professionnelle. Entre avoir des diplômes, avoir la théorie, et puis au final, si vous voulez, j'ai été diplômée il y a 8 ans, j'ai jamais travaillé dans le vêtement. Aujourd'hui, je fais des chaussures depuis 8 ans. Donc, il y a quand même un monde entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui se passe vraiment en entreprise. Et j'aurais pas assez d'estime et de confiance en moi pour dire que je suis une professionnelle et que je m'y connais mieux que vous. Parce qu'on voit, voilà, en plus, je pars du principe que je propose des choses qui ne sont pas forcément très compliquées ou très techniques, et qu'elles, il y a des filles qui ont appris toutes seules comme des grandes, ou en se formant toutes seules, et qui font des choses qui sont bien plus techniques que moi. Donc, j'aurais pas la prétention de dire que je suis une professionnelle, loin de là. Et puis, on a toujours à apprendre, donc on n'a jamais fini d'apprendre, donc on n'est jamais totalement, entièrement un pro. Voilà. Et quelques questions plus perso. Bouche sucrée ou salée? Moi, je suis un bec sucré. J'aime manger, mais j'aime surtout manger du sucre, des pâtisseries, des gâteaux. Voilà, je suis très, 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 très sucrée. Vincent, lui, est plus salé. Quels sont les traits de caractère qui te correspondent le plus? Et bah ça, je demanderai à Vincent. Moi, je dirais que je suis... Alors, lui, il va dire que je suis têtue. Peut-être que je suis douce. Même si, bon, j'ai quand même un peu de caractère, je suis pas forcément toujours douce. Je pense que lui, il va dire que je suis têtue, curieuse. Euh, j'ai une bonne mémoire. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est indéniable. Et moi, les caractères qui me correspondent le plus, ouais, je suis têtue, peut-être un peu impulsive, je suis très empathique, enfin je me considère empathique envers les autres. Et puis qu'est-ce que je pourrais... Ouais, je suis quelqu'un de sensible, malgré des fois un peu mon air un peu froid, ou ma carapace, ou ma grande gueule. Je trouve que je suis quand même quelqu'un d'un peu sensible, même des fois d'hypersensible. C'est ce que mon ex-belle-mère me disait, elle me dit: toi t'es une hypersensible. Euh, j'ai pas mal de mémoire, ça c'est sûr qu'au travail, c'est clair et net que quand il y a une question à poser sur telle personne, est-ce que ça a été patronné ou est-ce que ça en est, c'est moi qu'on vient voir en premier, parce que j'ai cette capacité de mémoire, euh, de me souvenir que monsieur machin, on l'a patronné il y a 3 semaines, et que du coup, lui, il avait une chaussure montante rouge avec des velcro, et que du coup, c'est parti chez notre sous-traitant, ou que ça a été piqué ici. Je sais pas pourquoi, en fait, ça fait partie des choses que je retiens, en fait. Il y a des choses que je voudrais retenir qui ne rentrent pas. Il y a des choses que je ne voudrais pas retenir, ou que je voudrais oublier, qui restent. Donc voilà, c'est pas... On fait avec ce qu'on a. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça. Combien d'enfants souhaites-tu avoir dans l'idéal? 3. J'étais partie, je me suis toujours dit, j'aurais 3 enfants. Nous à la maison on est 3. Souvent dans la famille c'est 2 ou 3. Et voilà, je m'étais dit bah 3, je sais pas, 2 garçons et une fille, comme nous en fait, gamins. Ou voilà, avec Vincent on est parti sur 3 enfants. On a prévu 3 chambres à étage pour 3 mouflés. Donc voilà, on part sur 3 enfants. As-tu d'autres passions au centre d'intérêt que la couture? Passion, c'est un bien grand mot. Centre d'intérêt, j'aime bien les fleurs. Comme je dis souvent, si ma mère m'avait donné sa passion des fleurs plus tôt, je pense que j'aurais sûrement été fleuriste. Ça c'est sûr, j'aime beaucoup les fleurs, même si bon là en ce moment j'ai pas trop le temps de m'occuper de l'extérieur, il y a les... Enfin bon voilà. J'aime bien les fleurs, ça c'est quelque chose, c'est sûr. J'aime bien un peu l'histoire, c'est vrai, l'histoire de France.
Plus ce côté royauté, si vous voulez. Par exemple, tout ce qui est 14-18, moi, je sais que mon frère, lui, est très Seconde Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Moi, ça me... c'est pas forcément quelque chose... Voilà, regarder des reportages sur ça, moi, c'est pas forcément le truc qui me botte. Alors que voir un film historique ou les secrets d'histoire, si vous voulez, les secrets d'histoire avec Stéphane Bern, j'adore. Il y a, voilà, si vous voulez me rendre heureuse, vous me mettez devant un secret d'histoire et c'est largement bien. Donc j'allais dire voilà ça comme centre d'intérêt. Après, bah, je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est déjà pas mal parce que la couture me dévore beaucoup d'espace dans ma tête et dans mon cœur. Donc bon, c'est déjà pas mal. Et ensuite, quelle est ta couleur préférée? Le bleu, le bleu marine, plus précisément, parce que tous les bleus sont, enfin, je trouve que tous les bleus sont pas forcément très jolis, mais le bleu marine, ma couleur préférée, même si j'essaye de ne plus trop en porter, ou du coup, alors je vais dire, je vous dis ça, c'est raté, mais voilà, j'essaye de ne plus trop en acheter pour porter d'autres couleurs et ne pas être constamment dans le noir et bleu marine comme j'étais avant. Voilà, d'essayer d'aiguiller avec d'autres couleurs et du coup voilà, ça fait un peu moins austère également. Plat préféré, ça je me souviens, on m'avait demandé ça dans la première fois aux questions et j'avais dit que je ne savais pas en fait quoi répondre et que mon plat préféré, voilà, moi c'était le repas de Noël ou le repas de Pâques en fait, où on est une grande tablée en famille et c'est les repas de communion là avec 3 entrées chaudes, 3 entrées froides et puis des plats à n'en plus finir et puis le gigot qui passe une 50e fois et que plus personne n'a faim et que sur la table il y a 5 desserts et que plus des... Voilà, moi c'est ça en fait, voilà, les repas comme ça, les repas de cérémonie, voilà, où on mange beaucoup, parce que du coup j'aime beaucoup manger. J'ai un bon coup de fourchette. Et voilà, voilà, c'est un peu mes repas préférés. Et ton souvenir heureux le plus marquant? Mon souvenir heureux le plus marquant, je sais pas, la naissance de mon fils, je pense qu'il n'y a rien qui peut égaler ça. Le mariage, évidemment, mais le souvenir heureux le plus marquant, c'est un peu bizarre comme... Enfin, je sais pas, ouais, je sais pas. Mon souvenir heureux le plus marquant, je sais pas, de faire pipi sur le test de grossesse un vendredi 13, de partir au boulot comme ça, d'avoir ma collègue Macha à côté qui me dit alors, t'as fait ton test Enfin, qu'est-ce que t'as dit le médecin hier, machin, mais vas-y si tu veux, tantôt, enfin ce midi, on va à Inter, tu prends un test de grossesse et puis je reste derrière la porte et de lui dire mais Macha, j'ai fait un test de grossesse et je suis enfin enceinte et voilà, je me souviens en fait du coup c'est la première personne qui a été au courant et de la prendre dans mes bras en fait parce qu'elle est un peu plus petite que moi, un petit peu, et de la prendre dans mes bras en fait et de tourner comme ça toutes les deux, d'avoir les larmes aux yeux, de me dire ah, ça y est, enfin quoi, je suis enceinte. Alors j'ai mis 3 mois pour tomber enceinte, c'est pas beaucoup. Comme je dis toujours, j'ai arrêté ma pilule le 1er septembre, Jean est né le 30 août, donc ça fait pile poil un an. Je suis partie de ces personnes qui ont eu la chance de tomber enceinte rapidement. Et puis je suis tombée enceinte du premier coup, j'ai pas eu le malheur de faire de fausses couches, ou de grossesse extra-utérine, ou voilà. Et ouais, en fait, de me dire, ça y est, je suis enfin enceinte, parce qu'on dit toujours, ça viendra quand ça viendra, faut pas que tu y penses. Oui, mais non, en fait, parce que le jour que vous vous dites, allez, on fait un enfant, et puis que 15 jours après, vous n'êtes pas enceinte, et puis que 1 mois après, vous n'êtes pas enceinte, et que 2 mois après, vous n'êtes pas enceinte, vous vous dites, oui, d'accord, ça prendra le temps que ça prendra, mais si ça pouvait être genre demain, ou si ça pouvait déjà se faire, voilà, c'est sûrement voilà, mon souvenir heureux le plus marquant, je pense, ouais, vraiment, en fait, de la prendre dans mes bras, de tourner tous les deux, d'avoir les larmes aux yeux et de lui dire mais Macha, j'ai déjà fait mon test de grossesse et je suis enceinte. Et ouais, d'être partie comme ça au boulot, là, vendredi matin, d'avoir rien dit à Vincent, ouais, Ah non, mon souvenir le plus heureux, ouais, du coup, vendredi 13, du coup, j'annonce à Vincent, j'attends son anniversaire en janvier, le jour de ses 30 ans, du coup,
je lui ai fait faire un cadre personnalisé en fait avec une femme enceinte, lui, enfin du coup à nos effigies à peu près, et marqué nous serons bientôt trois, en fait, de lui offrir le cadre et de le voir tout nier, de me dire ah c'est vrai, bah oui c'est vrai, il était tout niais, et c'est vrai que ma collègue Mélissa me disait mais ils sont tous pareils en fait, une fois que tu es enceinte ils sont là, ah, ils savent pas quoi dire, ils sont tout niais, et de lui montrer le test de grossesse et de lui montrer après le taux de bêta HCG que j'avais, lui dire oh, bah pourtant j'étais pas enceinte à Noël, alors je comprends pas, ça doit pas faire longtemps, et finalement que j'étais bien enceinte à Noël et que le test était naze, mais bon, ouais c'est sûrement celui-là le souvenir le plus marquant, enfin le plus heureux, voilà, de le voir se ratatiner et de pas savoir quoi dire, et de se dire bah voilà on a un enfant, je lui annonce que je suis enceinte, et il est là, ah bon c'est vrai, pour de vrai, mais oui pour de vrai. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour des questions, je parle depuis 1h25. Voilà, bah écoutez, moins de questions et plus je parle, en tout cas ça m'a... Voilà, je suis contente de pouvoir échanger un peu sur autre chose que la couture. Je suis quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien, enfin, qui a la facilité à se confier aussi, qui n'a pas de problème à se confier sur soi, et qui je pense est assez objectif sur soi-même aussi. J'ai assez travaillé sur moi, donc je pense que je suis assez objective, et ça me... Enfin, j'ai pas de mal à me confier ou à parler de choses même très personnelles à certaines personnes. Voilà, je pense que ça fait partie de témoignages de vie, où on a toujours du bon à en tirer, ou des choses à apprendre en écoutant les gens. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura mis d'autres questions en tête, et peut-être qu'il y aura une troisième forum en question avec très grand plaisir, je serai très 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 heureuse de vous en faire une troisième. Voilà, en tout cas, bah, je m'arrête là pour ce soir. Ça fait déjà 1h30. Si vous êtes arrivé au bout, et bah dites-le. Voilà, si vous êtes tapé la vidéo jusqu'au bout, là, si vous êtes tapé 1h30 de blabla avec Océane, enfin en tout cas à l'écouter, en plus que de parler avec elle. Voilà, dites-le moi. Et puis, en tout cas, merci pour les questions qui ont été posées. J'en suis très contente. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'espère pour une nouvelle foire aux questions. Voilà, bisous!